Le soleil se lève à peine sur 7, mais déjà les tensions s'aiguisent dans les couloirs feutrés de l'hôpital. Dans la chambre où repose Mani, l'atmosphère est à la fois solennelle et incertaine. Allongé sous assistance respiratoire, le jeune homme lutte pour sa survie. Son père, Pierre, est assis à son chevet, l'émotion à fleur de peau. Il lui murmure des mots d'amour, des regrets, une promesse de ne plus jamais le laisser tomber. Cette scène intime est brisée par l'arrivée de Chloé, qui tente de raisonner Pierre. Ce léger mouvement du doigt, qu'il croit être un signe de réveil, n'est selon elle qu'un réflexe involontaire. Pourtant, une chose est certaine, l'espoir s'infiltre. Marianne, de son côté, analyse les résultats médicaux avec gravité. Les coups de couteau ont laissé Mani dans un état critique. Lésions internes, détresse respiratoire généralisée, pronostic vital engagé, les 48 prochaines heures seront décisives. Mais alors que le personnel médical lutte pour le maintenir en vie, un autre combat se joue en coulisses, bien plus sournois, celui de la vérité. En parallèle, Michael, le policier récemment arrivé à 7, se trouve dans une position de plus en plus ambiguë. Chargé de l'enquête sur l'agression de Mani et la mort de Cyril Derbach, il semble ralentir les investigations, voire les détourner. Lors de l'interrogatoire de Pierre et Alex, les proches de Mani, il adopte un ton prudent, presque détaché, prétendant ne pas vouloir donner de faux espoirs. Mais Karim, son collègue, commence à douter. Pourquoi Michael est-il aussi passif dans cette affaire? Pourquoi n'a-t-il toujours pas ouvert de dossier officiel sur les Delcourt? Et surtout, pourquoi ne pas avoir immédiatement transmis l'information cruciale du réveil de Mani? Ces questions taraudent en Karim, qui sent que quelque chose cloche. Il en parle à Martin, son supérieur, qui tente de le rassurer, mais rien n'y fait. L'instinct de policier de Karim le pousse à gratter sous la surface. Il découvre que Michael n'a lancé aucune demande de réquisition pour le téléphone de Mani, et que les données de vidéosurveillance du parc où Céleste a disparu ne révèlent aucune activité suspecte ce jour-là. Pire encore, le tag menaçant visant les Delcourt a été effacé sans qu'aucune photo n'ait été prise. Une négligence ou une dissimulation volontaire? Pendant ce temps, au sein même de la maison des Delcourt, l'angoisse est palpable. Judith, encore fragile, attend les résultats des analyses pour espérer éviter la prison. Mais l'espoir est de courte durée. Bien que les analyses soient excellentes, Marianne ment et prétend que le laboratoire a du retard afin de gagner un peu de temps. Un répit bien maigre face à la pression judiciaire. Judith comprend vite que son retour en prison est inévitable et qu'elle est toujours considérée comme une suspecte majeure. À l'hôpital, l'improbable survient. Mani se réveille, ses yeux s'ouvrent, confus mais vivants. Marianne est la première à en être informée et elle contacte immédiatement Michael, pensant qu'il pourra recueillir un témoignage essentiel à la réhabilitation de Judith. Pourtant, au lieu de prévenir ses collègues, Michael garde le secret. Il se rend seul à l'hôpital sans avertir personne. Lorsqu'il entre dans la chambre de Mani, il esquisse un sourire ambigu et prononce une phrase lourde de menaces. « Tu as eu beaucoup de chance. » Puis, d'un ton si bas qu'aucun micro ne pourrait capter ses paroles, il lui murmure quelque chose à l'oreille. Immédiatement, le cœur de Mani s'emballe, les machines s'affolent. Michael sort, impassible, comme si rien ne s'était passé. Quel message Michael a-t-il transmis? Pourquoi cacher le réveil de Mani? Et surtout, que cherche-t-il à protéger ou à dissimuler? Alors que Karim tente de renouer le dialogue avec son collègue en l'invitant à boire un verre, Michael décline sèchement, prétextant une urgence. Il ne dit pas un mot sur Mani. Ce silence, désormais, est une alarme. À l'écart de ce tumulte, d'autres intrigues secondaires se tissent. William, heureux mais désarmé, tente de masquer sa tristesse face au départ annoncé de Manon et Nordine. Il prépare un petit déjeuner royal pour Aurore, espérant faire oublier l'absence imminente de leur fille. Pourtant, malgré ses efforts, il ne parvient pas à cacher son désarroi. Il craint de se retrouver seul, vidé du cocon familial qu'il a longtemps réconforté. Ainsi s'ouvre une journée lourde de tensions à 7, entre désillusions personnelles et soupçons professionnels. Le réveil de Mani aurait pu être un tournant salvateur. Il devient le détonateur d'une nouvelle zone d'ombre. Michael cache-t-il quelque chose de plus grave encore? Et si derrière son uniforme se dissimulait un tout autre homme, la suite promet d'être explosive. Le réveil de Mani, événement que tout le monde attendait avec fébrilité, aurait dû être accueilli par un soulagement collectif. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette résurrection dérange en particulier Michael Ferret. Depuis son arrivée à 7, Michael suscitait déjà la méfiance de certains collègues, notamment Karim, qui n'a jamais été totalement convaincu par ses méthodes ni par son implication. Désormais, les doutes de Karim prennent une tournure plus sombre. Et si Michael n'était pas seulement négligent, mais volontairement manipulateur, Karim, fidèle à son flair d'enquêteur chevronné, poursuit ses investigations en marge de Michael. Il remarque de plus en plus d'incohérences dans la manière dont ce dernier gère le dossier Delcourt. Par exemple, aucune demande n'a été formulée pour récupérer les données de localisation du téléphone de Mani. C'est une procédure basique, pourtant ignorée.
De même, aucune surveillance n'a été installée sur les zones stratégiques comme le parc d'où Céleste a disparu. Et surtout, Karim découvre que Michael n'a jamais officiellement ouvert une enquête sur les Delcourt. Pour un flic censé superviser une affaire aussi sensible, c'est une aberration. Lorsqu'il le confronte, Michael garde son calme. Il explique qu'il ne veut pas alarmer inutilement les familles, qu'il préfère attendre des éléments concrets. Il tente de banaliser la disparition de Céleste, allant jusqu'à prétendre qu'elle s'est peut-être simplement perdue. Mais Karim n'est pas dupe. Les éléments s'accumulent et dressent un tableau inquiétant. Depuis que les Delcourt ont commencé à fouiller eux-mêmes dans les affaires de Cyril Derbach, ils sont victimes d'intimidation et de pression. Et les preuves qu'ils avaient mises de côté ont mystérieusement disparu ou été effacées. Pendant ce temps, Roxane, la geek de la police, appuie les doutes de Karim. Elle confirme qu'aucune réquisition n'a été envoyée, qu'aucun serveur n'a été interrogé. Pour une enquête aussi grave, cette inactivité n'est pas anodine. Elle est suspecte. Karim commence à envisager l'impensable. Michael pourrait saboter volontairement l'enquête. Mais dans quel but? Qui protège-t-il? Et surtout, jusqu'où est-il prêt à aller pour que la vérité ne soit jamais révélée? À l'hôpital, Mani est sous haute surveillance. Ce que personne ne sait, c'est que ses souvenirs sont flous, mais bien présents. Lors de sa visite solitaire, Michael lui a murmuré quelque chose de précis, une menace ou une consigne, qui a suffi à déclencher une réaction physiologique intense. Mani n'a pas pu parler, mais il a compris. Il a reconnu dans les yeux de Michael non pas un policier venu l'interroger, mais un homme dangereux, prêt à tout pour contrôler ce qu'il dira. Pendant ce temps, à la maison, Judith sent le piège se refermer. Même si les résultats médicaux sont en sa faveur, Marianne se voit contrainte de manipuler la vérité. Pour gagner du temps, elle prétend que le laboratoire est débordé. Une manœuvre risquée mais nécessaire pour empêcher une réincarcération immédiate. Cependant, ce sursis ne pourra durer éternellement. Judith le sait, tant que la vérité sur l'agression de Mani et la mort de Cyril ne sera pas révélée, elle restera la coupable idéale. La tension monte également chez les Moreno, notamment autour de Marceau. Le jeune homme est accusé par Octave d'avoir volé des tickets à la fête foraine. Un acte mesquin mais symbolique qui remet en question la confiance que son entourage plaçait en lui. Marceau nie, mais l'ambiance est lourde. Lilou, tiraillée entre ses sentiments, commence à douter elle aussi. Ce microdrama parallèle n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'échelle plus large. Chacun commence à soupçonner l'autre, à perdre confiance, à remettre en cause ses certitudes. Et pendant que certains s'empoignent autour de billets de manège, c'est bien une machination d'une toute autre ampleur qui se déroule sous les yeux de la police. Michael, tout en arborant un masque de neutralité, poursuit sa route. Il affirme qu'il fait tout pour aider Judith, mais ses actes racontent une autre histoire. Karim, de plus en plus isolé, se demande s'il n'est pas déjà trop tard. La vérité semble à portée de main, mais chaque fois qu'il s'en approche, Michael brouille les pistes. Dans ce contexte pesant, l'annonce du départ de Manon et Nordine du domicile familial agit comme une échappée belle pour certains, et comme un abandon pour d'autres. William vit très mal cette transition. Il a toujours considéré son foyer comme un repère solide, un espace inviolable. Le voir se désagréger lentement l'angoisse profondément. Il tente de faire bonne figure, mais son regard trahit une peur silencieuse, celle de voir tout ce qu'il a construit se déliter. Ce jour-là, tous les liens semblent se fragiliser à 7. Entre les silences coupables, les manipulations et les décisions précipitées, chaque personnage avance sur une corde raide. Michael, plus que jamais, semble jouer un double jeu dangereux. Et s'il avait quelque chose à voir, non seulement avec l'agression de Mani, mais aussi avec la mort de Cyril Derbach. Le mystère autour de Michael s'épaissit de jour en jour. Son attitude évasive, ses omissions répétées et son comportement étrange face au réveil de Mani soulèvent désormais plus que des soupçons. Ils deviennent de véritables signaux d'alarme. Karim, qui jusque-là tentait de garder un œil objectif, ne peut plus ignorer ce que son instinct lui crie. Michael cache quelque chose de grave, et si derrière sa façade calme se trouvait l'un des protagonistes clés du drame que vivent les Delcourt. Le secret autour de Mani est maintenu avec une précision clinique. Michael n'a informé personne de son réveil, pas même ses collègues, ni la famille du jeune homme. En entrant seul dans sa chambre, en l'intimidant d'un murmure menaçant, il a franchi une ligne invisible. Cette scène glaçante, invisible aux yeux des autres, marque un tournant. Mani, encore affaibli, a senti la menace mais n'a pu y répondre. Pourtant, ses battements de cœur affolés, captés par les machines, sont les premiers témoins de la peur qu'il inspire. Karim, de son côté, décide d'enquêter plus discrètement. Il retourne dans les dossiers, scrute les détails que Michael semble avoir volontairement écartés. Il interroge les délais inexpliqués, les décisions prises sans concertation, les actes manqués qui s'accumulent. Il retrouve des pièces administratives non transmises, des rapports non classés, des noms omis. Tout cela ne ressemble pas à de la négligence, mais à une opération de camouflage. Michael n'est peut-être pas le policier qu'il prétend être.
À la maison des Delcourt, Chloé sent que les choses échappent à tout contrôle. Judith est plus tendue que jamais, son avenir reste suspendu à un fil, même si sa santé s'améliore. Marianne tente de contenir l'orage, mais elle aussi sent la menace grandir. Elle connaît les protocoles, elle connaît les procédures, et elle voit bien que cette affaire ne suit aucune logique normale. L'intuition médicale croise ici le pressentiment de la mère. Michael devient le centre d'un labyrinthe d'ombre. La tension monte également chez les jeunes. Camille et Maude, dans un registre plus léger mais révélateur, discutent de mariage, d'engagement, de rêves d'avenir. Raphaël, leur mère, refuse l'idée de se marier avec Martin, préférant conserver son indépendance. Mais cette discussion anodine fait écho à un malaise plus profond. La peur de se lier dans un monde où plus rien ne semble sûr, où la trahison peut surgir de n'importe où, même sous l'uniforme d'un policier. Dans les rues de Sète, l'affaire du vol des tickets à la fête foraine prend une tournure plus tendue. Octave, convaincu que Marceau est le coupable, le confronte sans ménagement. Lilou, bien que troublé par l'attitude de Marceau, prend sa défense. Ce triangle adolescent reflète à petite échelle les mécanismes de la suspicion, du doute et de la loyauté qui traversent toute l'intrigue. Chacun, à sa manière, cherche à comprendre qui ment et pourquoi. Karim se sent de plus en plus seul dans sa quête de vérité. Même Martin, son supérieur, lui conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais Karim est tenace. Il retourne interroger les témoins du parc, rouvre le dossier de Cyril Derbach, cherche des liens entre les agressions. Il découvre que Michael a laissé passer des occasions cruciales pour recouper les indices. Le jour de la disparition de Céleste, aucune vérification n'a été faite autour des caméras du parc. Un oubli? Non, une omission volontaire selon lui. À l'hôpital, Marianne, à nouveau seule auprès de Mani, remarque que ce dernier semble vouloir communiquer. Un battement de paupières, un mouvement de la main, quelque chose en lui tente de sortir du silence imposé. Mais la peur est là, encore présente dans son regard. Michael lui a-t-il interdit de parler? Ou l'a-t-il tout simplement terrifié? Marianne se pose la question sans pouvoir encore y répondre. Dans une autre aile de la ville, William tente toujours de digérer la nouvelle du départ de Manon et Nordine. Il en parle à Aurore, mais ses paroles traduisent plus qu'un simple chagrin de père. C'est une impression de vide, de fin de cycle. Il se sent exclu d'un monde qui change trop vite, d'une famille qu'il ne reconnaît plus. Aurore comprend, mais elle tente de le rassurer. C'est la vie, les enfants grandissent, s'en vont. Mais rien ne parvient à apaiser son trouble. Le soir tombe sur Sète. Michael, fidèle à lui-même, reste insaisissable. Il prétexte de nouveaux impératifs pour échapper à ses collègues. Il repousse les appels, esquive les confrontations. Mais la vérité, elle, n'attend pas. Elle gronde, invisible et puissante, comme une tempête au large. Le réveil de Mani, au lieu d'éclaircir les faits, a ouvert une brèche dans laquelle le mensonge s'engouffre. Et s'il était la clé de toute cette affaire? S'il détenait en mémoire ce que Michael redoute par-dessus tout? Et si finalement, ce policier si méthodique était prêt à tout, jusqu'à tuer? La journée suivante commence avec une tension palpable dans l'air de Sète. Chacun semble avancer masqué, retenu dans ses mots, surveillé dans ses gestes. Au centre de ce réseau de silence et de soupçons, Michael, toujours aussi calme, toujours aussi contrôlé. Mais à mesure que les pièces du puzzle s'assemblent, son masque semble menacé de se fissurer. Une erreur, un mot de trop, et tout pourrait s'écrouler. Karim, quant à lui, refuse de lâcher prise. Il n'a jamais été un homme de compromis, et cette fois encore, il suit son instinct comme un limier sur une piste brûlante. Il réexamine les rapports d'autopsie de Cyril Derbach, y cherche un lien avec Mani et découvre un détail étrange. Les deux victimes ont été agressées avec une arme blanche de même type, mais aucune recherche balistique approfondie n'a été lancée. Pire, Michael aurait demandé de ne pas creuser cette piste, sous prétexte qu'il s'agissait de deux affaires isolées. Ce détail rouvre une hypothèse que tout le monde croyait enterrée. Et si Michael cherchait à dissocier les affaires pour mieux les enterrer? En segmentant les dossiers, il isole les éléments compromettants. Il brouille les pistes. Mais Karim ne compte pas le laisser faire. Il commence à questionner ses autres collègues, à créer une alliance discrète avec Roxane, qui se dit prête à l'aider dans ses vérifications techniques. Pendant ce temps, Mani montre de premiers signes de conscience plus lucides. Il tente d'articuler quelques sons. Sa respiration est toujours difficile, mais son regard est bien présent. Marianne, attentive, comprend qu'il tente de communiquer. Elle alerte une infirmière qui propose d'utiliser une ardoise pour qu'il puisse écrire quelques mots. Mais quand Mani tente d'écrire, sa main tremble, les lettres sont illisibles. Pourtant, un mot semble se dessiner, lui. Ce lui jette un froid dans la pièce. Marianne ne comprend pas encore à qui il fait allusion. Mais son intuition la pousse à envisager le pire. Elle pense immédiatement à Michael. Serait-il celui que Mani désigne du bout des doigts? S'il tente d'avertir, même en silence, c'est que la menace est toujours présente. Marianne se promet de rester à ses côtés, de le protéger, coûte que coûte. Chez les Delcourt, Judith est abattue. Le retour en prison semble inéluctable.
Malgré les efforts de Marianne pour gagner du temps, la pression judiciaire devient écrasante. Chloé tente de la soutenir, mais elle-même est rongée par la peur. Elle sent que la vérité est là, tout près, mais qu'elle leur échappe à chaque instant. Les zones d'ombre s'accumulent, les regards se détournent, et dans cette brume, Michael avance toujours, libre de ses actes. Loin de là, dans les bureaux de la police, Karim fait une découverte qui va bouleverser le cours des choses. Michael a manipulé le registre des preuves. Des documents liés à l'affaire d'Erbach ont été déplacés sans qu'aucune trace informatique n'en soit conservée. Karim confronte Roxane qui confirme quelqu'un a effacé des accès. Et ce quelqu'un tout pointe vers Michael. La colère de Karim est d'effroide maîtrisée. Il comprend désormais que son collègue n'est pas seulement un obstacle à l'enquête, mais potentiellement un acteur central dans le drame. Il décide de ne pas l'affronter de front, pas encore. Il veut accumuler assez de preuves pour l'obliger à se trahir. Une simple accusation sans fondement risquerait de se retourner contre lui. Il doit jouer sur le même terrain que Michael, la discrétion, la patience et le poison du doute. Parallèlement, Marceau, encore sous le feu des soupçons concernant le vol des tickets, fait une chose inattendue. Il rend l'objet volé, anonymement, sans mot d'explication. Ce geste, bien que discret, soulage Bastien, mais ne lave pas totalement l'affront. Octave, lui, reste figé dans sa colère, incapable de comprendre les motivations de son ami. Le microdrame des ados fait écho à celui des adultes. Tout le monde ment ou se tait. Dans l'intimité du foyer, William tente de ravaler sa tristesse. Manon et Nordine annoncent officiellement qu'ils ont trouvé un appartement. William, pourtant si attaché à sa fille, tente de feindre la joie. Mais sa voix tremble lorsqu'il dit qu'ils vont leur manquer. Aurore, plus lucide, prend sa main. Elle sait qu'ils devront apprendre à vivre à deux, à réinventer leur quotidien sans Manon. Au commissariat, Michael commence à sentir le vent tourner. Il surprend une conversation entre Roxane et Karim sans comprendre qu'ils sont désormais unis contre lui. Lorsqu'il croise Karim dans le couloir, ce dernier ne cache plus son regard soupçonneux. Michael tente de rester impassible, mais quelque chose en lui se tend. Il sait que le filet se resserre. Marianne retourne à l'hôpital. Elle trouve Mani plus conscient encore, les yeux grands ouverts. Il veut parler, il a compris que son silence peut condamner Judith. Mais il sait aussi que parler pourrait lui coûter la vie. Marianne lui prend la main et lui murmure « Tu peux tout me dire, je suis là ». Et dans ce regard échangé, il y a l'espoir d'une vérité, mais aussi la peur d'un nouvel orage. Dans la pénombre de sa chambre d'hôpital, Mani lutte, non plus pour sa survie mais pour sa conscience. Son corps, encore faible, semble porter le fardeau de secrets trop lourds. Les machines respirent tout pour lui, mais ses yeux vivent. Il fixe Marianne, présent, inquiet. Il veut parler, il veut dire ce qu'il sait. Mais la peur est là, accrochée à lui, comme une seconde peau. Car il a compris une chose, celui qui est censé le protéger est peut-être celui qui a tenté de le faire taire à jamais. Ce que Michael lui a murmuré, personne ne l'a entendu. Mais l'effet a été immédiat. Son cœur s'est emballé, ses alarmes se sont déclenchées et une panique intérieure s'est emparée de lui. Il a revu dans un éclair de mémoire cette nuit où tout a basculé. Cyril Derbach, le sang, les cris, et puis cette silhouette dans l'ombre, cette voix qu'il connaissait. Il n'a pas vu de visage, mais il a compris que ce qu'il savait le mettait en danger. Et que Michael Ferré, le policier modèle, était peut-être l'auteur de l'agression, ou celui qui la couvre. Karim affine sa stratégie. Il a compris qu'il ne pourrait pas coincer Michael sur une erreur technique. Il lui faut un témoignage, une voix capable de briser la mécanique du mensonge. Et cette voix, c'est celle de Mani. Il contacte Marianne discrètement, lui demande de le prévenir si son état s'améliore. Marianne hésite, elle sent que le danger rôde encore. Mais elle accepte, elle a confiance en Karim, et surtout, elle veut que la vérité éclate. Pour Judith, pour Mani, pour tous ceux que Michael pourrait encore menacer. Chez les Delcourt, Judith est convoquée pour réintégrer la prison. Les résultats médicaux sont enfin officiellement transmis au parquet. L'espoir d'un report tombe à l'eau. Chloé tente de la rassurer, mais Judith ne veut plus fuir. Elle veut affronter, se battre. Elle sent que quelque chose a changé dans l'air, que la clé de sa liberté ne se trouve plus dans les analyses, mais dans la parole de Mani. Et elle espère, au fond d'elle, que ce dernier saura trouver la force de parler. Michael, de son côté, commence à perdre le contrôle. Lors d'un briefing avec Martin, il paraît tendu, nerveux. Karim en profite pour glisser des remarques sur l'état de Mani, sans révéler qu'il sait qu'il était réveillé. Michael tente de minimiser, d'orienter la conversation ailleurs. Mais Martin note le malaise, Karim voit dans les yeux de son supérieur une brèche. Le doute s'est immiscé. À l'hôpital, Mani tente une nouvelle fois d'écrire. Il parvient à tracer des lettres plus lisibles. Sur la feuille, un mot se dessine, danger. Puis un autre, flic. Marianne comprend. Elle prend une photo de la feuille, l'envoie discrètement à Karim. Pour lui, c'est la confirmation. Il doit agir vite, avant que Michael ne découvre que Mani parle à nouveau. Karim demande une mise sous protection du patient. Il sait que si Michael sent le vent tourner, il pourrait être capable de tout, même d'achever ce qu'il a commencé. Mais les procédures prennent du temps, trop de temps.
Il décide alors de veiller lui-même devant la chambre, prétextant une surveillance spéciale. Michael, alerté de la présence de son collègue à l'hôpital, commence à comprendre que le jeu lui échappe. Il tente une manœuvre. Il passe voir Marianne, prétendant s'enquérir de l'état de santé du patient. Mais cette fois, Marianne est sur ses gardes. Elle lui répond froidement « Ne le laisse pas entrer ». Michael, frustré, sent qu'il est isolé. Il revient au commissariat et découvre que ses accès au dossier Delcourt ont été suspendus temporairement. Une mesure de précaution prise par Martin après un signalement discret de Karim. La méfiance est désormais officielle. Dans les rues de Sète, l'atmosphère est électrique. Octave croise Marceau, l'accuse une nouvelle fois, mais cette fois, Marceau ne nie plus. Il assume sans se justifier. Il dit simplement qu'il a eu besoin d'argent, d'un peu d'adrénaline. Octave le regarde avec colère, mais aussi tristesse. Lilou, témoin de la scène, décide de s'éloigner. Ces petits drames secondaires reflètent le grand chaos silencieux qui menace l'équilibre de toute la communauté. En fin de journée, Michael reçoit un appel anonyme. Une voix déformée lui dit « On sait, prépare-toi ». Il raccroche, blême. Le filet se resserre, et pour la première fois, il semble réellement perdre pied. Il tente de joindre une connaissance hors des circuits officiels, mais tombe sur une fin de non-recevoir. Il est seul, isolé, traqué. Karim se prépare à interroger officiellement Mani dès le lendemain. Il a obtenu l'aval du procureur. Une dernière étape cruciale. Mais il sait qu'il doit rester vigilant, car un fauve blessé est toujours plus dangereux. Et Michael Ferret, derrière son apparente maîtrise, est désormais acculé. Et s'il décidait de tout faire exploser ? L'aube se lève sur Sète dans un silence inhabituel. Au cœur de l'hôpital, la chambre de Mani est devenue une zone hautement sécurisée. Karim, fidèle à sa promesse, est là, dès les premières heures, prêt à recueillir un témoignage qui pourrait faire basculer toute l'enquête. Son visage est tendu, mais déterminé. Il sait que ce moment est crucial. Il sait aussi que Michael Ferret ne laissera pas les choses se faire sans tenter une dernière manœuvre. Mani, de son côté, est éveillé. Il est faible, mais présent. Quand Karim entre dans la pièce, il esquisse un faible sourire comme un signe de soulagement. Il comprend que ce policier-là est différent, qu'il est là pour l'écouter, pas pour le faire taire. Avec un bloc-notes et un stylo, Mani commence lentement à écrire. Chaque lettre est un effort, mais aussi une libération. « Michael m'a menacé », écrit-il. Puis, après un instant d'hésitation, il était là, quand Cyril est mort. Karim sent son cœur s'accélérer. Il tient enfin une preuve, une parole, même imparfaite, mais suffisamment claire pour remettre tout en cause. Il photographie chaque mot, chaque ligne, conscient de l'importance capitale de ce document. Mais il sait qu'il doit agir vite, car Michael, où qu'il soit, sentira le sol se dérober sous ses pieds. Et en effet, au même moment, Michael reçoit une alerte sur son téléphone crypté. Mani a parlé, il comprend qu'il a perdu. L'onde de choc est brutale, il ferme les yeux un instant, dans un bureau désormais désert, puis commence à effacer des fichiers, à dissimuler des preuves. Il sait que le commissariat est en train de se retourner contre lui. Il n'a plus d'alliés, seule reste la fuite. Mais Karim est plus rapide. Accompagné de Martin, désormais pleinement convaincu, il fait irruption dans le bureau de Michael. Ce dernier, surpris, en train de supprimer des données, se fige. Le regard entre les deux hommes est tendu. Karim sort les notes de Mani et les pose sur le bureau. Michael comprend qu'il est cerné. « Tu veux qu'on parle ici ou au poste ?» lance Karim froidement. Michael sourit, mais son regard vacille. Il tente une dernière justification, qu'il voulait protéger quelqu'un qu'il avait reçu des ordres, mais plus il parle, plus il s'enfonce. Sa version ne tient pas. Il invoque un règlement de compte, des affaires classées, un danger plus grand, mais personne ne l'écoute plus. Les preuves s'accumulent. L'arrestation est inévitable. Il est menotté dans son propre bureau, sous le regard stupéfait des autres policiers. La scène est silencieuse. Michael, autrefois figure d'autorité, est désormais un homme seul, un traître. La chute est brutale. Tandis qu'il est conduit à l'extérieur, des murmures s'élèvent. Roxane, croisant son regard, détourne les yeux. Dans la foulée, Judith est libérée. Karim lui remet en main propre la preuve de l'innocence retrouvée. Le témoignage écrit de Mani. Les larmes montent aux yeux de Chloé. Marianne, soulagée, enlace sa petite fille. Le cauchemar semble enfin se dissiper. Judith est libre, non pas parce que la justice a été rapide, mais parce que certains ont refusé de se taire. À l'hôpital, Mani reçoit la visite de Karim. Ce dernier lui serre la main longuement. « Merci pour ton courage. Tu as sauvé plus que ta vie. » Mani ne parle pas encore, mais son regard parle pour lui. Un regard apaisé, lavé de la peur. Plus tard, dans une salle d'interrogatoire, Michael passe aux aveux partiels. Il ne reconnaît pas le meurtre de Cyril, mais admet avoir voulu orienter l'enquête, écarter les soupçons des véritables commanditaires. Il parle de pression, d'une organisation plus vaste, mais sans jamais donner de nom. Son silence devient à nouveau une arme. L'enquête ne fait que commencer. Michael est placé en détention provisoire. Le parquet ouvre un dossier pour obstruction à la justice.
dissimulation de preuves et possible complicité de meurtre. L'onde de choc dans la police est considérable. Une cellule d'enquête interne est immédiatement déclenchée. Chez les Delcourt, la paix revient lentement. Chloé retrouve enfin un semblant de sérénité. Judith, affaiblie mais fière, jure de ne plus jamais laisser qui que ce soit lui voler sa voix. Marianne, quant à elle, veille encore sur Manny comme une promesse silencieuse de protection. William accepte peu à peu le départ de Manon et Nordine. Dans une scène douce et mélancolique, il leur offre un dernier dîner familial. Aurore, touchée, prend sa main sous la table. Dans le chaos des derniers jours, ils ont redécouvert l'importance de rester soudés. À 7, la vie reprend, lentement. Mais une chose est sûre, plus personne ne regardera un uniforme de la même manière, car derrière les sourires et les insignes, un homme peut mentir. Et parfois, ce n'est pas un criminel qu'il faut craindre, mais celui qui prétend le combattre. L'épisode 1995 de Demain nous appartient aura marqué un tournant majeur dans l'intrigue, mêlant suspense, trahison et révélations bouleversantes. À travers la chute de Michael Ferré, la série nous rappelle que le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. Le réveil de Manny, le courage de Judith, l'obstination de Karim, autant de voix qui ont permis de faire éclater une vérité longtemps ensevelie sous les silences. Cette affaire, bien plus qu'une simple enquête policière, met en lumière la fragilité des institutions et la force de ceux qui refusent de baisser les bras. Alors que les Delcourt pensent de leurs blessures et que la ville de Sète retrouve un semblant de calme, une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Le voile s'est levé, les masques sont tombés, et la série entre dans une nouvelle ère, plus sombre, plus humaine, plus captivante que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez aimé cette analyse de l'épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et révélations exclusives sur Demain nous appartient. Vous avez une théorie? Une scène vous a particulièrement marqué? Dites-le nous en commentaire, on lit tout et on adore échanger avec vous. Votre avis est précieux et fait vivre cette communauté de passionnés. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes, encore plus intenses, encore plus surprenants. À bientôt sur la chaîne et surtout, restez curieux, restez connectés.